Port-au-Prince, le 28 mai 2024. Aux membres du Conseil présidentiel de transition et de la primature en leurs bureaux respectifs. Mesdames, Messieurs les membres du Conseil présidentiel de transition et de la primature, nous avons fait, aussi bien que vous d'ailleurs, en l'absence d'un président de la République et des deux assemblées constituant le Parlement haïtien, le constat malencontreux de l'existence de deux courants d'idées en cours dans le pays. L'un des deux courants de pensée serait favorable à une révision constitutionnelle, l'autre courant souhaite plutôt une nouvelle constitution. Comme nul, même pas la constitution libérale humaniste de 1987 ne peut et ne saurait se substituer à la souveraineté populaire, et pour éviter de nous engluer dans des discussions stériles, nous avons donc le privilège d'attirer votre attention bienveillante sur la nécessité impérieuse d'organiser en 2024 un référendum pour permettre au peuple souverain et à la diaspora haïtienne de trancher par un vote, n'en déplaise aux ennemis du peuple et des collectivités territoriales. Toujours est-il qu'il faut démarrer et conclure le référendum en 2024 et cette même année commencer à écrire une autre constitution ou entamer une révision constitutionnelle selon laquelle, de ces deux options, le peuple souverain et la diaspora haïtienne auront choisi. Toujours est-il aussi que, quelle que soit l'option choisie, il faut la parachever après le 16 février 2026, mais pas en 2025, mais pas le 7 février 2026. Même pas sous pression de l'agenda de l'ONU, ni sous pression de l'agenda de l'OEA et de la confrérie occidentale. La raison en est que l'année énergétique 2025 étant conflictuelle, incompatible avec l'énergie globale d'Haïti, est complètement déconseillée, non seulement pour l'achèvement d'une nouvelle constitution ou d'un processus de révision, mais encore pour faire un référendum, mettre en place un conseil électoral provisoire, préparer et publier un décret électoral dans la perspective des prochaines joutes électorales. Que le peuple souverain et la diaspora haïtienne votent pour une nouvelle constitution ou en faveur d'une révision constitutionnelle, les constituants devraient tenir compte dans leurs travaux des points suivants. 1. La société haïtienne étant dysfonctionnelle parce que devenue plus complexe, la justice pénale haïtienne doit se mettre au diapason de la férocité des escadrons et de leurs complices et au diapason des responsabilités de l'État haïtien en matière de sécurité préventive. 2. Les cas de viol et d'enlèvement doivent être condamnés par assimilation au terrorisme. Et le terrorisme, pas plus que les dilapidations de fonds publics, au crime contre la sûreté intérieure de l'État et donc à la peine capitale. L'intégrité du territoire nous le commande. 3. N'en déplaise à la Banque mondiale, l'instruction civique, morale et politique associée aux exigences du certificat d'études primaires des années 70 doit être de nouveau enseignée dans nos écoles. 4. L'école professionnelle, à raison de 3 demi-journées par semaine, doit être obligatoire dans toutes les écoles primaires et secondaires en Haïti. 5. La diplomatie haïtienne
doit se mettre au diapason de la détérioration des relations de convivialité qui existaient entre Haïtiens et Dominicains. 6. Il aurait semblé que de vastes portions de notre petit territoire de 27 500 km² sont prélevées à l'insu du peuple souverain et de la diaspora haïtienne et vendues sous prête-nom à des étrangers par hommes d'église interposés. 7. Le statut et le rôle des forces armées d'Haïti dans un contexte de grand banditisme d'État par escadron interposé doit être redéfini pour qu'elle puisse fonctionner en tant qu'une armée de terre, une armée de mer et une armée de l'air. 8. Le Parlement et le bureau du président de la République devraient être reconfigurés en hémicycle et à des degrés de longitude et de latitude sur la grille planétaire. 9. Les enfants d'âge scolaire ne doivent plus travailler dans les rues ou vivre en situation de domesticité en Haïti ou être placés à l'étranger dans les familles d'accueil avec lesquelles ils n'ont aucun lien de parenté. 10. Les ambiguïtés constitutionnelles doivent être clarifiées et les mandats des élus de la République conciliés à une mandature identique, par exemple de 4 ans pour les AZEC, CASEC, magistrats, députés et sénateurs. 11. L'intégration des détenteurs de la double citoyenneté dans les administrations publiques et parapubliques haïtiennes jusqu'au rang de Premier ministre doit être de rigueur, mais jamais, à moins qu'ils renoncent officiellement à la citoyenneté étrangère, ils ne doivent accéder aux fonctions électives en Haïti. La patrie mérite cet ultime sacrifice, l'intégrité du territoire nous le commande. 12. Le français et l'haïtien, anciennement appelés créoles, sont 2 langues qui fonctionnent côte à côte dans notre société, créant ainsi une situation de diglossie où le français est somme toute considéré comme le facteur essentiel de promotion et de différenciation sociale. C'est sans doute pourquoi il doit être enseigné désormais dans nos écoles au même titre que l'anglais et l'espagnol comme une langue étrangère à travers la méthode FLE, français, langue étrangère. Mais les autres matières doivent être dispensées en haïtien. En attendant, les linguistes occultistes haïtiens, s'il en existe, devraient travailler d'arrache-pied pour rehausser, vibratoirement parlant, l'haïtien de son niveau actuel au rang de l'anglais. 13. La prestation de serment du président de la République, du président élu de la République, peut et devrait se faire par devant un juge de la Cour de cassation et non plus au Parlement par devant les 2 assemblées. 14. Le président de la République doit pouvoir nommer un Premier ministre ou à défaut un ministre à la présidence qui tient lieu de Premier ministre et qui n'a guère besoin d'être ratifié par le Parlement. Ils doivent aussi pouvoir nommer un ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur qui il les tient et peut exercer le pouvoir de révocation. Ces 2 fonctions, pas plus que celles du gouverneur général de la Banque centrale et de l'état-major de la PNH, doivent faire partie du domaine régalien et réservé du président de la République, afin de faciliter en temps réel des réajustements budgétaires à la hausse ou à la baisse
en fonction des disparités dans les prévisions et allocations budgétaires, notamment pour des ministères équivalents ou quasi équivalents, et également pour se prémunir du système semi-présidentiel ou semi-parlementaire et d'une éventuelle mise en accusation d'un Parlement croupion. 15. Si d'aventure, les 50 milliards de dollars d'investissement dont parle la presse locale et étrangère sont pour l'exploitation de mines en Haïti, l'Occident va devoir attendre la deuxième moitié de l'année 2026 et même au-delà pour que ce projet devienne exécutoire. Le temps d'avoir un président de la République et des parlementaires élus au suffrage universel direct pour former, en prélude aux négociations et signatures des contrats sur le bien commun, une commission ad hoc mixte avec d'un côté des coopérants externes qui représenteront la confrérie occidentale et de notre côté des intellectuels patriotes nationalistes haïtiens comme le docteur Large, le docteur Jean Fizemé, le docteur Jean-Marie Théodate, le journaliste Lemoine Bonneau, l'ingénieur Georges Séus Nader, l'ingénieur Ginette Mathurin, l'historien Michel Soucard, maître Renel Azaël, maître Emmanuel Charles, maître Ledor Louis, des sénateurs et députés fraîchement élus et compétents, associés à des experts nationaux et étrangers qui s'y connaissent particulièrement en droit international public, en ingénierie financière, en ingénierie mécanique, en économétrie, en géologie, en génie pétrolier, en génie civil, en économie et en statistique. À charge par les pays de la confrérie occidentale, la France, les États-Unis, le Canada et la Grande-Bretagne, d'utiliser 35% des bénéfices qui seront générés dans l'exploitation des ressources minières d'Haïti pour les partager pour partie avec le gouvernement haïtien en fonction et le reste pour démarrer les travaux de construction de routes interdépartementales, de routes intercommunales et d'autoroutes, de même que les travaux de construction de chemins de fer, de villages modernes avec services de proximité, de zones de loisirs, d'universités, de gymnases, de cantines scolaires et d'écoles publiques achalandées de matériel didactique. Si nous ne prenons pas ces mesures conservatoires dès le départ, les fonds d'investissement seront dilapidés à l'instar des fonds du Petro-Caribé. Car en période d'ajustement structurel, le ministère de l'Économie et des Finances, la Banque centrale, de la République d'Haïti et l'état-major de la police nationale d'Haïti constituent 3 zones d'incertitude pour la présidence et la primature et donc pour la société globale. En d'autres termes, en période d'ajustement structurel, ces 3 institutions ne doivent et ne peuvent plus s'engager dans une gestion saine des affaires de l'État. Sinon, le ministère de l'Économie et des Finances et la BRH ne seraient pas dans leur rôle qui consiste à ne plus travailler de concert pour chercher à relever les agrégats économiques, mais plutôt à les affaiblir d'une année sur l'autre afin de maintenir le pays emprunteur, Haïti, dans un besoin de financement permanent jusqu'à ce qu'il redevienne une colonie de l'Occident. C'est pourquoi, dès que les négociations entre les 2 commissions auront été abouties et que l'on s'apprête à débloquer les fonds d'investissement, les collectivités territoriales vont devoir proposer à l'État
un ministre de l'Agriculture pour engager le pays dans l'agriculture à haut de gamme et en même temps proposer un secrétaire d'État au développement durable, c'est-à-dire quelqu'un qui s'y connaît en gouvernance locale, en gestion de l'environnement des collectivités territoriales, en éducation physique. En effet, si les collectivités territoriales, les militants politiques de tout acabit veulent vraiment qu'Haïti sorte de l'ornière du sous-développement, ils doivent partager cette vidéo avec toutes les organisations et associations, avec tous les groupements et regroupements, et se réunir périodiquement autour du contenu de la vidéo, car l'enjeu est national. Nous espérons que pendant toute la période de reconstruction d'Haïti, les intérêts en rapport avec l'encours de la dette d'Haïti vis-à-vis de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international seront suspendus. Mais sachez que lorsqu'on fait une révision constitutionnelle ou une nouvelle constitution, l'Assemblée constituante doit prendre le temps qu'il faudra pour préparer la constitution ou faire la révision. Parce qu'il ne peut pas y avoir de limite temporelle à l'écriture d'une constitution ni à une révision constitutionnelle. Même pas sous pression de l'agenda de l'ONU, ni sous pression de l'agenda de l'OEA, ni sous celle de l'agenda de la confrérie occidentale. Mais, en l'absence d'un président de la République et des deux assemblées constituant le Parlement, qui détient le pouvoir de convocation d'hommes et de femmes de loi pour faire une nouvelle constitution ou une révision constitutionnelle? Puisqu'il existe, certes, un exécutif monocéphale et qu'il n'y a pas de parlement, la convocation en assemblée constituante devrait se faire par le Premier ministre en fonction et les propositions de loi à faire entrer dans la nouvelle constitution ou les amendements en cas d'une révision devraient être proposés par la jeunesse estudiantine haïtienne, les hommes et les femmes de l'arrière-pays et les intellectuels patriotes nationalistes de tout acabit. Et la nouvelle constitution ou le texte de révision doit être ratifié par référendum. Encore faudra-t-il songer à mettre en place un conseil constitutionnel pour vérifier la constitutionnalité des lois. En définitive, nous espérons que la prochaine Assemblée constituante aura compris que la séparation des trois pouvoirs ne doit pas être entérinée de manière rigide entre institutions étatiques, car toute rigidité constitutionnelle en matière de séparation des trois pouvoirs pourrait faire escalader les conflits parlementaires vis-à-vis de l'exécutif et donc conduire à l'arrivée à plus de fractures sociales dans le pays. C'est pourquoi nous sommes en faveur d'une constitution souple, c'est-à-dire tout en exerçant leur autorité de contrôle, les parlementaires de la République s'arc-boutent derrière le président de la République en tant que maillon indissociable de l'exécutif et en tant que choc absorbeur à l'exécutif contre les vampires de la main invisible. Autant dire que les trois pouvoirs doivent fonctionner en synergie et toujours réagir en bloc pour se colter aux interférences et aux ingérences d'instances diplomatiques internationales. Ainsi a-t-il été décidé dans l'espace infini par la conscience universelle. Vive la République, vive la nation haïtienne à tout jamais unie. Docteur Roland Fleurisier, coordonnateur général de la FENARASICO,
conseiller particulier de Ravidep et de